13,8 milliards d'années. C'est le temps qui nous sépare avec le début de tout. Est-ce que c'est vraiment le début de tout, le commencement du temps ? On ne saura jamais vraiment avec certitude ce que représente ce moment en réalité. Mais ce qui est certain, c'est que peu de temps après cette époque du Big Bang, l'univers est entré dans l'une des phases les plus importantes de son histoire. Une phase qui, sans elle, rien de tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'existerait. Et c'est cette étape dont on va parler aujourd'hui, de la nucléosynthèse primordiale. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos, et dites-moi si je me trompe, les regardent pour apprendre des choses en astronomie. Et là, c'est à vous que je parle. Ça n'a jamais été aussi simple et à la fois compliqué qu'aujourd'hui d'apprendre l'astronomie. Il y a beaucoup de contenu maintenant sur les réseaux qui promettent de vous apprendre des choses. Mais si vous voulez mon avis, la plupart de ce contenu-là est bullshit. Il comporte des erreurs, il est rempli de fake news, et c'est pour ça que j'aimerais vous partager mon petit secret pour éviter tout ça. Pour écrire les dernières vidéos, et même cette vidéo, on s'est en partie aidé des ressources disponibles sur tout le nouveau site de Ciel et Espace. Je dis tout nouveau parce que leur site est désormais beaucoup plus moderne, plus accessible et plus simple. Et franchement, j'aime beaucoup. Ciel et Espace, c'est un magazine spatial et scientifique que tout le monde connaît, je pense. Dites-moi ailleurs si vous connaissiez avant que je vous en parle. Ils traitent de l'actualité avec de vrais dossiers approfondis pour en apprendre beaucoup plus sur l'astronomie et simplement. Ils ont aussi énormément de ressources, de contenus complémentaires comme des podcasts, des dossiers thématiques, des hors-séries. Bref, vous voulez apprendre quelque chose, vous avez juste à vous perdre sur leur site pendant des heures. Et ça, c'est un bonheur absolu. Si vous faites ça, vous en ressortirez forcément mieux informé, parce qu'on finit jamais d'apprendre. Dites-vous que même moi, avec toutes les vidéos que je produis, je continue d'apprendre plein de choses grâce à eux. Alors c'est pour vous dire. Et maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous observez le ciel ? Que ce soit avec un télescope ou à l'œil nu, les deux fonctionnent. Et si vous avez répondu oui, alors sachez que j'ai découvert dernièrement que Ciel et Espace vous aident aussi dans vos observations. Ils ont des rubriques pour vous aider sur comment observer le ciel, utiliser votre matériel, etc. Et pour l'anecdote, quand j'étais petit, je connaissais le ciel d'hiver par cœur, avec tous les noms d'étoiles et des constellations. Et j'avais appris tout ça en partie grâce au magazine papier Ciel et Espace que mes parents m'achetaient. Grâce au code promo ZEBROLOS40, vous avez 40% de réduction sur l'abonnement Premium. C'est un abonnement qui vous donne accès à la version papier et numérique du magazine, ainsi qu'à tout leur contenu en ligne. Donc tout ce qui est archives, articles, podcasts, vidéos, tout. Sinon, vous avez aussi 40% de réduction sur l'abonnement numérique, toujours avec le code ZEBROLOS40. Lui, il est plus simpliste, vous avez accès à tout leur contenu en ligne et à la version numérique du magazine. Alors si vous connaissiez pas Ciel et Espace, j'en connais que c'est pas facile de sauter le pas, juste avec ce que je vous ai raconté là. Alors pour vous faire votre propre avis, on vous ouvre la porte avec l'offre découverte. Avec cet autre code promo, ZEBROLOS tout simplement, vous avez moins 2 € sur l'offre découverte. Donc du coup ça vous revient à seulement 4,50 €. Avec ça, vous avez accès au dernier numéro du magazine en version numérique et au contenu en ligne. Le prix de 2 pains au chocolat pour investir dans votre apprentissage. Ça, c'est plutôt un bon pari, je trouve. J'ai négocié avec eux pour avoir tous ces codes promo, alors s'il vous plaît, loupez pas cette chance. Pour ceux qui veulent en apprendre beaucoup plus sur l'astronomie, sachez que c'est vraiment un très bon plan. Les liens sont en description, sinon vous avez aussi ces QR codes qui s'affichent à l'écran. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo, je suis vraiment honoré qu'ils interviennent sur ma chaîne. Et maintenant, on commence. Revenons en arrière. Pas de quelques millions d'années, mais de quelques milliards d'années. La Terre n'existe pas encore. Les étoiles non plus. Et les galaxies sont complètement inexistantes. Vous vous trouvez ici, dans un univers tout jeune, très froid, mais surtout très obscur. Et la faute revient à un élément. Une sorte d'objet qui a permis tout ce qu'on connaît dans l'univers. Quelque chose d'extrêmement petit, mais constructif de tout. Tenez par exemple, vous qui me regardez à travers votre écran. Vous le savez peut-être pas, mais vous en êtes composé. Vous en possédez même un nombre qui défie l'imagination. Mais pour vous, j'ai accepté le défi pour essayer de le quantifier. Vous en possédez environ 6,02 milliards de milliards de milliards. Certains d'entre vous l'auront compris, je parle ici de l'atome. Eh bien, on va revenir en arrière au moment où l'univers ne bouge pas, ne remue pas. Un moment tellement loin que même les atomes ne sont pas encore là. Et si on remonte suffisamment loin dans le temps, on atteint un moment où tout l'univers entier tient dans un état que l'on peine à imaginer. Extrêmement chaud, extrêmement dense, uniforme, brûlant au-delà même de toute comparaison. Alors non, détrompez-vous, je vous parle pas d'un feu, ni même d'un plasma qui serait aussi chaud qu'un éclair. Non, on parle ici d'un état où la température dépasse le milliard de degrés. À ce stade, à cette température, à cette pression, la matière telle que nous la connaissons n'existe pas. Pas d'atomes, pas de noyaux, ni même d'électrons liés. Résultat, pas de lumière libre capable de voyager loin. Seulement un plasma primordial, une soupe cosmique brûlante.
Alors oui, vous le saviez peut-être pas, mais au tout début, même les protons et les neutrons ne sont pas encore formés. L'univers est rempli de quarks, de gluons, de leptons, de photons et autres. Un bouillonnement de particules élémentaires en interaction constante. Un océan d'énergie pure en expansion. Parce qu'au fond, c'est ça, le Big Bang. C'est pas une explosion dans l'espace comme on peut se le représenter. Non, c'est l'expansion de l'espace lui-même. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de centre, ni même de point extérieur d'ailleurs. C'est juste l'espace qui s'étire. Et en s'étirant, il refroidit. Et ce refroidissement, il change absolument tout. En une fraction de seconde, les quarks s'assemblent. Ils forment les premiers protons, accompagnés par les premiers neutrons. Pour la première fois, l'univers possède les briques de base des futurs noyaux atomiques. Mais rien n'est encore stable. La température est si élevée que toute tentative d'assemblage est immédiatement détruite par les photons ultra-énergétiques. C'est un univers où tout se forme et se désintègre aussitôt. Un enfer thermique où la matière essaie d'exister dans un océan d'énergie. Et pourtant, c'est dans ce chaos brûlant que va se jouer quelque chose de fondamental. Quoi ? En fait, en quelques minutes seulement à l'échelle cosmique, un instant, l'univers va fabriquer ses premiers noyaux stables. Hydrogène, hélium, traces de lithium, la base chimique de tout ce qui existera ensuite. À ce moment-là, la question est immense. Comment, à partir d'un univers chaotique et incandescent, ont émergé les premiers éléments ? Comment la matière a-t-elle réussi à se stabiliser dans un environnement qui semblait l'en empêcher ? Pour comprendre tout ça, et tout ce qui nous entoure, il faut remonter aux toutes premières secondes après le Big Bang, au premier battement de cœur de l'univers. Alors, accrochez-vous, branchez bien votre cerveau, parce qu'aujourd'hui, on part explorer la naissance de l'élément fondateur, l'atome. Alors, pour comprendre la nucléosynthèse primordiale, il faut remonter dans le temps. Pas des milliers d'années, pas des millions d'années, il faut revenir beaucoup plus loin. On va retourner à moins d'une seconde après le Big Bang. Bien avant la première seconde même. Là où tout a commencé, au tout début. Avant 10 puissance moins 12 secondes. Là où l'univers est dans un état que la physique actuelle décrit, mais ne comprend pas entièrement. Et en fait, à ce moment-là, on pense qu'il traverse une phase d'inflation cosmique. Une expansion extrêmement rapide, exponentielle, qui étire l'espace à une vitesse prodigieuse. Et en une fraction infinitésimale de secondes, l'univers passe d'une taille subatomique à une taille macroscopique, donc à une échelle visible. Mais cette phase est hyper importante. Bon, en réalité, les premières fractions de seconde après le Big Bang, il y a tout qui est important. Mais l'inflation cosmique est un peu spéciale, parce qu'en réalité, c'est le premier battement de cœur de l'univers. Et cette inflation, elle explique beaucoup de choses, comme par exemple l'homogénéité du cosmos, la platitude géométrique de l'espace, ou encore les petites fluctuations initiales, qui deviendront plus tard des galaxies et des amas de galaxies. Puis, l'inflation s'arrête, et à ce moment-là, une autre phase commence, une étape clé où l'énergie du vide se convertit en particules. C'est ce qu'on appelle le réchauffement. Et pour faire simple, c'est à ce moment précis que l'univers devient une mer brûlante de particules élémentaires. Mais c'est pas tout. En plus de ces différentes phases qui vont désigner l'univers pour le créer tel qu'on le connaît, il faut pas oublier un autre aspect fondamental, les forces fondamentales. Oui, parce que dans ces toutes premières fractions de seconde, les forces fondamentales ne sont peut-être pas encore distinctes. À très haute énergie, interaction forte, interaction faible et l'interaction électromagnétique pourraient avoir été unifiées. Et à mesure que l'univers refroidit, ces forces se différencient. En fait, la naissance de l'univers, c'est pas une explosion. Mais c'est pas qu'une expansion de l'univers lui-même. Non, c'est une succession de transitions de phase. Un peu comme l'eau qui gèle ou s'évapore. Mais ici, ce sont les lois fondamentales qui changent le régime. Et donc, vers 10 puissance moins 12 secondes, les particules acquièrent une masse via le mécanisme associé au champ de Higgs. Je vais pas m'étaler sur le sujet, je vous mettrai une vidéo à la fin de cette vidéo qui vous explique tout ça. L'univers continue de s'étendre. Et là, se produit un phénomène physique essentiel. Parce que plus l'univers s'étend, et plus il se refroidit. On obtient alors un plasma. Une soupe brûlante composée de toutes les briques fondamentales. On y retrouve quarks, gluons, électrons, neutrinos, photons, etc. Tout est en interaction constante finalement. On avance dans le temps, les particules viennent d'apparaître, mais on a un problème. Il fait encore bien trop chaud. Et ça, ça veut dire qu'aucune structure composite stable n'existe encore. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien. Enfin, plus précisément, attendre.
Attendre de passer de 10 puissance moins 12 à environ 10 puissance moins 6 secondes après le Big Bang. Attendre que la température descende en dessous d'environ 10 000 milliards de Kelvin. Donc 10 puissance 12 Kelvin. Alors oui, c'est extrêmement chaud, mais c'est là que commence véritablement notre histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on descend en dessous de cette température? Eh bien en fait, c'est à partir de là que les quarks cessent d'errer librement. Ils se rapprochent les uns des autres et finissent par se confiner. Et en se confinant, ils vont former les premiers photons et les premiers neutrons, les briques élémentaires des futurs noyaux. L'univers vient donc de franchir une étape irréversible. Et maintenant, la soupe de particules peut commencer à évoluer vers quelque chose de plus stable. Bon, ça c'est la version simpliste de l'histoire. Mais ensemble, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de comprendre la nature même des noyaux atomiques. Bon, on vient de le voir, à environ 10 puissance moins 6 secondes après le Big Bang, l'univers n'a toujours ni atome, ni noyau, ni structure reconnaissable. Mais quelque chose de fondamental vient de se produire. Avant ça, la température était si élevée que les quarks, ces constituants fondamentaux de la matière, ne pouvaient pas rester liés. Ils formaient un plasma libre, appelé plasma de quarks et de gluons. Puis, l'expansion refroidit suffisamment le cosmos. Et soudain, le confinement s'impose. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Mais concrètement, comment ils se forment, ces atomes? Eh bien en fait, dans cette soupe primordiale, et grâce au principe de confinement, les quarks vont s'assembler par triplés. Mais avant d'aller plus loin, un petit point chimie élémentaire s'impose. Un quark, c'est une particule élémentaire fondamentale qui constitue les protons et les neutrons. Autrement dit, si vous prenez un proton et que vous le cassiez conceptuellement, vous trouverez des quarks à l'intérieur. Les quarks ne sont pas composés d'éléments plus petits connus. Et donc, de ce fait, ils font partie du modèle standard de la physique des particules. Mais les quarks ne sont pas tous les mêmes. Non, il en existe plusieurs types, des formes différentes qu'on appelle des saveurs. Et ces saveurs, il en existe 6 différentes. Les quarks up, down, qui composent la matière ordinaire. Et les quarks top, bottom, charm et strange, qui sont beaucoup plus massifs et instables. Mais pour l'instant, on ne va regarder que les quarks up et down. Parce que comme on vient de le voir, ce seraient ces deux types-là qui se seraient assemblés pour créer protons et neutrons. Mais comment ça marche concrètement? Eh bien en fait, ce qui est fou, c'est que la combinaison des quarks up et down dans un triplet va définir la nature de la particule. Par exemple, la combinaison entre 2 quarks up et 1 quark down crée un proton. Celle de 2 quarks down et 1 quark up donne un neutron. Bref, ce confinement des quarks, permis par la baisse de la température, permet de créer les premières briques nucléaires. Et c'est précisément le moment où la matière baryonique, la matière classique donc, celle dont nous sommes faits, prend réellement forme. Mais attention, il ne faut pas se tromper. On n'est absolument pas dans un univers calme pour autant. C'est une véritable fournaise chaotique. La température dépasse encore le milliard de degrés. La densité est colossale et les particules entrent en collision en permanence. Protons, neutrons, électrons, neutrinos et photons forment une soupe dense et ultra énergétique. Rien n'est stable. Tout interagit avec tout. À ce stade, les protons et les neutrons ne sont pas des entités fixes. Ils s'interconvertissent continuellement par l'interaction faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, avec ces conditions de température et de pression absolument ahurissantes, un neutron peut se transformer en proton en émettant un électron et un antineutrino. Et un proton peut capturer un électron et devenir neutron. Ces réactions sont extraordinaires mais extrêmement rapides. Si rapides que le système reste en équilibre thermique. Autrement dit, le nombre relatif de protons et de neutrons est dicté par la température. Et à très haute température, cet équilibre favorise presque autant les neutrons que les protons. Le ratio est proche de 1 pour 1, un univers presque symétrique. Mais cette symétrie est fragile, très fragile. La raison? Eh bien en fait, le neutron est légèrement plus massif que le proton. Bon, cette différence est minuscule, environ 0,14%, mais elle change tout. Eh bien oui, parce que à haute température, l'énergie thermique masque cette différence. Mais à mesure que l'univers refroidit, cette petite asymétrie devient décisive. L'équilibre statique commence à favoriser les protons. Les neutrons deviennent progressivement moins nombreux. Mais à un moment, tout s'arrête. Enfin plutôt, on va avoir le gel des interactions faibles. En fait, vers 1 seconde après le Big Bang, la température chute suffisamment pour que les interactions faibles deviennent trop lentes, comparées au rythme d'expansion de l'univers. On parle alors de la freeze out. Pour faire très simple, c'est juste le moment où les réactions n'ont plus le temps
de maintenir l'équilibre. Le ratio neutron-proton cesse d'évoluer librement. Il se fige, et à ce moment précis, on obtient un neutron pour 6 protons. Alors, ça peut paraître comme quelque chose d'anodin, mais pas du tout. Ce chiffre est fondamental. Il n'est pas arbitraire, il résulte directement de la différence de masse entre protons et neutrons, de la vitesse d'expansion de l'univers et de la force des interactions faibles. Si l'un de ces paramètres avait été légèrement différent, le ratio aurait changé. Et avec lui, la chimie entière du cosmos. Mais il y a un détail supplémentaire. Un détail qui a son importance. En fait, il faut vous imaginer que tout ce que je vous raconte depuis le début se passe dans un plasma chaud et incroyablement dense. Et dans cette soupe, il y a aussi des neutrons libres. Et ces neutrons, ils sont hyper instables. Déjà, ils ont une durée de vie d'environ 10 minutes. Ça signifie qu'à partir du moment où le ratio se fige, un compte à rebours commence. Chaque neutron qui ne sera pas rapidement intégré dans un noyau stable finira par se désintégrer. L'univers possède donc un stock limité et temporaire de neutrons. Et ce stock va déterminer la structure chimique dominante pour les milliards d'années à venir. En gros, en moins d'une seconde après le Big Bang, les conditions initiales de l'univers sont déjà fixées. Son destin élémentaire est en grande partie scellé. Tout ce qui suivra dépendra de ce simple ratio. Mais posséder des protons et des neutrons ne suffit pas. Avoir les briques ne veut pas dire construire. Il faut maintenant franchir une étape bien plus difficile. Les assembler sans qu'ils ne soient immédiatement détruits, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais alors pourquoi ? Si on pose le problème à plat, peut-être qu'on s'y retrouvera mieux. On a des protons et des neutrons dont le ratio est fixé. Donc en théorie, tout semble prêt. Il suffit qu'un proton rencontre un neutron et qu'il s'assemble. Simple, basique. Et dans ce cadre-là, l'atome le plus simple possible à créer, ce n'est pas l'hydrogène, mais c'est le deutérium. Un proton et un neutron liés ensemble. Et c'est tout. Et pourtant, rien ne se passe. Ou plutôt, tout se passe, puis se défait aussitôt. Alors comment faire ? Ou plutôt, qu'est-ce qui empêche la formation du deutérium, l'atome le plus simple possible ? Encore une fois, la faute revient à la température. Parce que, même après la première seconde, l'univers reste incroyablement chaud. On parle ici de milliards de degrés. Mais surtout, il est rempli de photons ultra énergétiques. Et en parlant de photons, il faut comprendre une chose essentielle. Un photon, c'est une particule élémentaire qui transporte la lumière. Et donc, une particule avec une bonne quantité d'énergie. Et cette énergie, elle est capable de briser un noyau atomique. Et là, vous me dites sûrement, mais comment c'est possible ? Je pense qu'un point sur le photon s'impose. En fait, quand je dis un photon brise un noyau atomique, c'est pas une image poétique. C'est un mécanisme physique très précis. La photodissociation. Un photon transporte une énergie donnée. Et cette énergie, elle dépend fortement de la fréquence du photon. Plus la fréquence est élevée, plus le photon est énergétique. Et autre chose importante mais associée, dans l'univers primordial, les photons ne sont pas des photons visibles. Non, ce sont des photons gamma, extrêmement énergétiques. En gros, quand un proton et un neutron forment un deutérium, ils sont liés par l'interaction forte. Mais cette liaison a une énergie bien définie, environ 2,2 mégaélectronvolts pour le deutérium. Et ça veut dire que si un photon apporte plus de 2,2 mégaélectronvolts d'énergie au noyau, il peut se casser. Pas besoin de force mécanique, juste un transfert d'énergie. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand un photon suffisamment énergétique frappe un noyau, il interagit électromagnétiquement avec les charges internes. L'énergie du photon est d'abord absorbée par le noyau, puis elle va venir exciter le système proton-neutron. Si l'énergie absorbée dépasse l'énergie de liaison, alors le noyau devient instable. Elle se sépare immédiatement. Et mauvaise nouvelle, dans l'univers primordial, il y a beaucoup de photons. Pour parler chiffres, il y a environ 1 milliard de photons pour chaque proton. Mais bonne nouvelle, comme on l'a vu tout à l'heure, quand l'univers se dilate, sa température baisse et dans ces conditions, la distribution des photons se décale vers les basses énergies. La probabilité d'avoir des photons au-dessus de 2,2 mégaélectronvolts chute exponentiellement. Et à un moment, il n'y en a plus assez pour tout casser. Le deutérium survit. Mais ce concept de photodissociation, il est valable pour chaque atome qui existe. Et même si la majorité de ces photons n'ont plus assez d'énergie pour briser un noyau, il suffit d'une petite fraction très énergétique pour tout détruire. Donc un photon ne casse pas un atome comme un marteau, il fournit simplement l'énergie nécessaire pour dépasser l'énergie de liaison. Et dans un univers primordial rempli de photons gamma, c'était suffisant pour bloquer toute la chimie nucléaire pendant plusieurs minutes. Mais du coup, voilà, il faut attendre que la température diminue encore pour que le deutérium survive. Et pour qu'enfin, l'univers puisse
enfin commencer à fabriquer de l'hélium. Parce que oui, le deutérium est le premier pas indispensable vers des noyaux plus lourds. Sans lui, impossible d'aller vers l'hélium, le lithium ou quoi que ce soit d'autre. Mais tant que l'univers est trop chaud, le deutérium est instable. C'est ce qu'on appelle le bottleneck du deutérium. Un goulot d'étranglement. Tout est prêt pour construire, mais la porte est fermée. Le deutérium a beau être simple, il n'est pas très utile. Il ne participe pas à la combustion stellaire qu'on verra plus tard. Il n'est pas l'élément le plus abondant dans l'univers. Alors, pourquoi ne pas former directement l'hélium? Eh bien oui, on pourrait dire que si le deutérium est fragile, on n'a qu'à sauter cette étape. Sauf que le problème, c'est que la physique nucléaire ne le permet pas. Mais au lieu de vous parler de protons et de neutrons comme étant séparés, on va maintenant les appeler nucléons quand ils composent un noyau. Parce qu'en réalité, il n'existe pas de noyau stable composé de 2 nucléons, autre que le deutérium. Et on ne peut pas assembler directement 4 nucléons d'un coup dans ces conditions. Le deutérium est donc un passage obligé. Sans lui, aucune nucléosynthèse possible. L'univers est donc bloqué. Enfin, pendant 2 minutes. Mais pendant tout ce temps, l'expansion continue. Et en continuant, elle refroidit le cosmos. La température chute en dessous d'environ 1 milliard de Kelvin. À ce stade, la majorité des photons n'a plus assez d'énergie pour casser les noyaux de deutérium. Mais oui, il en reste toujours quelques-uns, mais plus assez pour empêcher l'accumulation. Vers 3 minutes après le Big Bang, la barrière est franchie. Le deutérium devient enfin stable à l'échelle cosmique. Le verrou saute et ce moment change tout. Parce qu'une fois que le deutérium peut survivre, les réactions nucléaires s'enchaînent presque instantanément. Le goulot d'étranglement disparaît. Les photons et neutrons, encore disponibles, commencent à s'assembler rapidement. Ce qui était impossible pendant plusieurs minutes devient soudain inévitable. Le bottleneck du deutérium était le premier obstacle. Et une fois ce verrou levé, tout va s'accélérer. Parce que, quasi immédiatement, l'univers change de régime. Pendant presque 3 minutes, chaque tentative d'assemblage était détruite. Maintenant, les premiers noyaux surviennent. Et dès lors qu'ils survivent, les réactions commencent. Et c'est là qu'on entre dans la véritable phase de la nucléosynthèse primordiale. Mais quand je parle de réaction, à quoi je fais allusion concrètement? En fait, à partir du moment où le deutérium peut exister plus longtemps qu'une fraction de seconde, il devient une brique intermédiaire. Les collisions entre noyaux ne sont plus stériles. Un noyau de deutérium peut percuter un proton et un neutron, ou même un autre deutérium. Et chaque collision peut produire un noyau un peu plus massif. Et à ce moment-là, c'est un événement loin d'être rare. Parce que, rappelez-vous, on est dans une période où la densité de l'univers est encore énorme comparée à aujourd'hui. Et ça permet aux particules de se rencontrer sans cesse. Et en plus de la densité, la température reste suffisamment élevée pour permettre les fusions. À partir de là, et pendant quelques minutes, l'univers devient une forge nucléaire. Mais cette forge ne produit pas n'importe quoi. Très vite, les réactions convergent vers un noyau particulier, l'hélium 4, noyau presque aussi simple que le deutérium, 2 protons et 2 neutrons, d'où hélium 4. C'est une configuration extraordinairement stable. Et ici, la notion de stabilité, elle dépend d'un autre facteur qu'on a déjà vu, la force de liaison. Par exemple, dans le cas du noyau de l'hélium 4, son énergie de liaison est élevée, ce qui signifie que le noyau est solidement verrouillé. Et donc, qu'une fois formé, il est très difficile à casser. Mais surtout, presque tous les neutrons libres disponibles vont finir piégés dans ces noyaux d'hélium. Mais comment? Et pourquoi? Eh bien en fait, comme on l'a rapidement vu, les neutrons libres sont instables et ont une durée de vie limitée. Ils se désintègrent en environ 15 minutes. Donc dès qu'un neutron trouve une structure stable capable de l'intégrer, comme l'hélium 4, il y reste. En pratique, presque tous les neutrons survivants à la première seconde finissent dans l'hélium. Et c'est là qu'un paramètre que j'ai mentionné tout à l'heure joue un rôle clé. Le fameux ratio neutron-proton, figé à environ 1 neutron pour 6 protons. Et ici, ce ratio détermine absolument tout. Bon, d'un point de vue purement chimique, chaque noyau d'hélium 4 a besoin de 2 neutrons. Donc, le nombre total d'hélium formé est limité par le nombre de neutrons disponibles. En faisant le calcul en masse totale, ça donne environ 25% de la masse de l'univers en hélium 4 et 75% en hydrogène qui ne sont composés que de protons libres, largement en excès par rapport aux neutrons. Et ce chiffre ne sort pas de nulle part.
Il découle directement de la physique des interactions faibles, de la vitesse d'expansion et du temps de vie du neutron. Et ce qui est fou, c'est que même aujourd'hui, quand on observe les galaxies les plus primitives, on retrouve presque exactement cette proportion. 1/4 d'hélium-4 pour 3/4 d'hydrogène. Et c'est une des confirmations les plus fortes du modèle du Big Bang. Mais on y rentrera dans le détail un peu plus tard. Il n'y a pas que l'hélium-4 bien sûr. En fait, en parallèle de l'hélium-4, l'univers laisse derrière lui de petites quantités de deutérium résiduel, hélium-3, et même lithium-7, mais en proportion infime. Mais alors pourquoi si peu? Eh bien tout simplement parce que la fenêtre temporelle est trop courte. Je m'explique. La nucléosynthèse primordiale est limitée par une contrainte fondamentale. Il n'existe pas de noyau stable à masse 5 ou à masse 8. Et ça crée un vide dans la progression naturelle des fusions. On ne peut pas simplement ajouter des nucléons un par un pour grimper vers des éléments plus lourds. Résultat, la fabrication s'arrête pratiquement au lithium. Pour aller plus loin, donc pour créer le carbone, l'oxygène ou le fer, il faudra attendre des millions d'années et l'apparition des étoiles. Mais on va rester focus sur ce problème de masse 5 et masse 8 pour le moment. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez étrange quand on y pense. Eh bien oui, à première vue, on pourrait se dire, si l'univers a réussi à fabriquer de l'hélium, pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas produire directement du carbone? Puis de l'oxygène, puis du fer? Eh bien en fait, la réponse tient en 3 obstacles fondamentaux. Et ces obstacles sont inscrits dans la physique nucléaire elle-même. Et le premier verrou qui nous barre la route, c'est l'absence de noyau stable, à masse 5. En fait, après l'hélium-4, on pourrait imaginer ajouter un proton ou un neutron. Ça créerait un nouveau noyau et tout le monde serait content. Mais là, surgit un problème brutal. Il n'existe aucun noyau stable composé de 5 nucléons. Et pour mieux comprendre, on va rester sur l'exemple de l'hélium-4. Parce que si un noyau d'hélium capture un proton, il forme alors un noyau à 5 nucléons, et qui se désintègre immédiatement. Et s'il capture un neutron, eh bien, on a le même résultat. En gros, le système ne possède pas d'état lié stable. Et en termes d'énergie, la configuration à 5 nucléons est plus énergétique que la séparation en hélium-4 plus particules libres. Donc, elle se défait aussitôt. C'est un trou structurel dans la table nucléaire. Un mur invisible, pour l'instant insurmontable, même aujourd'hui, encore. Bon, et alors, comment rajouter un nucléon à un noyau d'hélium-4? Bon alors, et comme rajouter un nucléon à un noyau d'hélium-4 est impossible, est-ce qu'on pourrait contourner le problème en fusionnant 2 hélium-4? Spoiler, non. 2 noyaux de 4 nucléons, ça fera un noyau de 8 nucléons. Mais là encore, le noyau à 8 nucléons formé, qui est du beryllium-8, est instable, extrêmement instable. Pour vous donner une idée, il vit environ 1/10 de milliardième de seconde. Autant dire rien à l'échelle cosmique. Il se sépare immédiatement en 2 héliums. Donc voilà, vous savez tout de pourquoi les noyaux de masse 5 et masse 8 n'ont pas pu exister, empêchant la formation directe du carbone et d'autres éléments plus lourds. Mais il y a une 3e raison. Et pour vous l'expliquer simplement, on va se prendre cette fois-ci l'exemple du carbone. En réalité, dans les étoiles modernes, le carbone est produit par un processus complexe. Le processus triple alpha. 3 noyaux d'hélium fusionnent presque simultanément. Mais ça nécessite des conditions hyper spécifiques. Une densité énorme, une pression gravitationnelle intense et un confinement prolongé. Sauf que voilà, dans l'univers primordial, rien de tout ça n'existe. L'univers est homogène et en expansion. La densité chute continuellement. Les particules s'éloignent les unes des autres. Et la probabilité que 3 héliums se rencontrent au même endroit au même moment, avant que le beryllium-8 ne se désintègre, est pratiquement nulle. La physique autorise le processus parce que ça existe au cœur des étoiles, mais les conditions cosmologiques l'interdisent. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant que ces limitations nucléaires bloquent la progression, l'expansion continue toujours. Et avec elle, la température chute, l'énergie cinétique diminue, et les collisions deviennent moins fréquentes. Et c'est pour ça qu'à environ 15-20 minutes après le Big Bang, les réactions nucléaires cessent naturellement. Pas parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles deviennent statistiquement impossibles. La forge cosmique s'éteint. Définitivement. Si l'univers s'était arrêté là, il serait resté pour toujours composé de 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et de quelques traces de lithium. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas d'azote, pas de fer, pas de chimie complexe, pas de planètes rocheuses, pas de vie. Bref, sans les étoiles, qui apparaîtront des centaines de millions d'années plus tard, l'univers serait chimiquement simple et stérile. Donc on le verra dans quelques minutes, mais les étoiles ne sont pas juste lumineuses, elles sont nécessaires.
En attendant, on vient de voir que la nucléosynthèse primordiale s'arrête pour 3 raisons combinées. Les trous de stabilité nucléaire aux masses 5 et masse 8, une densité cosmique insuffisante pour des réactions triple efficaces, et un refroidissement rapide dû à l'expansion. C'est pas un détail technique, c'est une conséquence directe des lois fondamentales. Alors après, bien sûr, tout ça n'est qu'un modèle théorique. Un modèle basé sur des équations, des calculs et des simulations. Mais comment on sait que c'est vrai ? Comment on peut vérifier ce qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années, pendant seulement 20 minutes ? Eh bah oui, jusqu'ici, tout ce qu'on a vu repose sur des équations physiques nucléaires, d'expansion cosmique et de thermodynamique. Mais une théorie cosmologique n'a de valeur que si elle rencontre l'observation. Et c'est précisément ici que la nucléosynthèse primordiale devient extraordinairement solide. En fait, comme on l'a vu, quand on observe l'univers à grande échelle, dans les galaxies peu évoluées, les nuages de gaz primitifs, les régions intergalactiques, on mesure approximativement 75% d'hydrogène et 25% d'hélium. Le tout accompagné de petites quantités de deutérium et des traces de lithium. Ça vous dit rien ? Eh bien si, ça correspond précisément aux prédictions faites à partir du ratio neutron-proton, de la vitesse d'expansion et des sections efficaces des réactions nucléaires. Donc non, c'est pas un ajustement libre, c'est un calcul contraint et bonne nouvelle, il tombe juste. Et dans ces observations, comme dans nos simulations, le deutérium est particulièrement important. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il est fragile. En fait, les étoiles détruisent le deutérium plus qu'elles n'en produisent. Donc la quantité observée aujourd'hui ne peut être qu'inférieure ou égale à la quantité primordiale. Et en observant des nuages de gaz très anciens, donc très peu transformés par les étoiles, on mesure une abondance de deutérium qui correspond précisément aux prédictions du modèle. Et cette abondance dépend fortement de la densité de noyaux dans l'univers. Donc mesurer le deutérium, c'est mesurer la densité de matière ordinaire. Et les chiffres concordent. On pourrait aussi penser que l'hélium est produit massivement par les étoiles. Et c'est vrai. Mais quand on observe des galaxies extrêmement pauvres en métaux, donc en théorie peu évoluées, on constate que même là, l'hélium représente environ 25% de la masse. Et ça signifie que cet hélium n'a pas été fabriqué par des générations d'étoiles. Il était déjà là, avant les premières étoiles. Et le lithium dans tout ça ? Eh bien, c'est un cas un peu particulier. En fait, les prédictions théoriques donnent une certaine quantité de lithium-7. Mais les observations en mesurent légèrement moins. C'est ce qu'on appelle le problème du lithium. Ce désaccord est réel, mais il reste modéré. On n'a pas un écart de fou entre la valeur observée et la valeur simulée ou calculée. Et surtout, il ne remet pas en cause les abondances dominantes d'hydrogène et d'hélium. Il signale peut-être que certains des processus stellaires sont mal compris, ou une physique subtile encore à préciser. Mais le cadre global tient. Mais il y a encore plus fort, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Une cohérence folle entre nos résultats et les observations, données par le fond diffus cosmologique. Eh bien oui, cette lumière fossile, émise 380 000 ans après le Big Bang, encode la densité de matière dans ses fluctuations. Et quand on extrait cette densité à partir du fond diffus et qu'on l'injecte dans les équations de nucléosynthèse primordiale, on retrouve exactement les abondances observées de deutérium et d'hélium. Deux phénomènes séparés par des centaines de milliers d'années racontent la même histoire indépendamment. Et ça, c'est une cohérence absolument remarquable. Donc, je pense que vous commencez à le voir au travers de cette vidéo. Mais non, la nucléosynthèse primordiale n'est pas un détail secondaire. Elle constitue l'un des 3 piliers expérimentaux majeurs du modèle du Big Bang. L'expansion de l'univers, le fond diffus cosmologique et les abondances des éléments légers. Si l'un de ces piliers tombait, le modèle entier vacillerait. Mais au contraire, ils semblent se renforcer mutuellement. La nucléosynthèse primordiale est donc une prédiction quantitative précise, et l'univers réel lui donne raison. Et ça signifie qu'on ne raconte pas une simple histoire théorique. On décrit un événement physique réel, un phénomène qui a eu lieu pendant les 20 premières minutes de l'univers. Et donc, la signature chimique est encore visible aujourd'hui, dans chaque galaxie. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'après la forge primordiale, il faudra des centaines de millions d'années avant que les premières étoiles prennent le relais et poursuivent la construction chimique du cosmos. Alors on y est. 20 minutes seulement après le Big Bang, l'univers est chimiquement simple. Hydrogène, hélium et un soupçon de lithium. Et puis, plus rien, pendant des millions d'années. Il ne se passe rien de nucléaire. L'univers continue de s'étendre et donc de refroidir. Et plus il s'étend, plus la matière se dilue.
Pour voir l'activité nucléaire reprendre, il faudra attendre un autre mécanisme. Un mécanisme clé qui est le résultat direct d'une force fondamentale. Oui, il faudra attendre un mécanisme gravitationnel. Et pour voir ça, on va faire un bond dans le temps. Rendez-vous 380 000 ans après le Big Bang. L'univers a suffisamment refroidi, ce qui permet aux électrons d'enfin s'attacher au noyau. Et ça, c'est un pas de géant. Parce que les électrons étaient un véritable obstacle aux photons. Et maintenant qu'ils se fixent au noyau, les photons sont libres. Et pour la première fois de l'existence de l'univers, la lumière circule librement. Et cette lumière, on l'a capturée. C'est le fond diffus cosmologique. Mais bref, on est maintenant dans un univers neutre. Mais la matière n'est pas parfaitement homogène. Il existe de minuscules fluctuations de densité déjà visibles dans les fonds diffus cosmologiques. Dans les régions légèrement plus denses, la gravité attire davantage de matière. Tellement que ces régions vont devenir les premières zones, où le gaz va s'effondrer. Doucement, mais sûrement. Des nuages géants d'hydrogène et d'hélium commencent à se contracter. Et plus ils se contractent, plus la densité augmente. La température monte. La pression interne croît de façon exponentielle. Et ce processus va continuer jusqu'à un moment particulier. Un moment où le cœur du nuage atteint environ 10 millions de degrés. Et là, la fusion nucléaire s'allume. Et les premières étoiles naissent. Mais attendez, comment elle démarre cette fusion nucléaire exactement ? Eh bien, vous le savez peut-être, mais deux particules de même charge se repoussent. L'électron négatif repousse l'électron, mais attire le proton qui lui est positif. Et en suivant cette logique, ça voudrait dire que deux protons se repoussent électriquement. Mais comment est-ce qu'ils font pour fusionner ? Eh bien, ils doivent franchir la barrière coulombienne, et pas colombienne, qui est littéralement la répulsion électrique entre deux noyaux chargés positivement. À température ordinaire, c'est impossible, mais pas dans le cœur d'une étoile. Parce que là où la température et la pression est gigantesque, les collisions sont violentes. Ce qui permet aux protons de fusionner malgré la répulsion. Mais, ok. Ensuite, comment ça marche ? Eh bien en fait, le processus principal dans les étoiles moyennes, comme le Soleil, c'est la chaîne proton-proton. Donc en gros, des protons qui fusionnent progressivement pour former de l'hélium 4. Et à chaque étape, une petite fraction de masse est convertie en énergie selon la relation d'Einstein, E égale mc². Et c'est cette conversion de masse en énergie qui fait briller les étoiles. Mais bon, étant donné que je vais rentrer dans les détails de la fusion, il faut que ce principe soit bien compris. Imaginez deux aimants avec le même pôle, face à face. Plus vous essayez de les rapprocher, plus ils se repoussent. Donc pour les coller, il faut les pousser très fort. Et dans une étoile, se pousser très fort vient des conditions internes du nuage, qui formera ensuite l'étoile. La température énorme et pression gravitationnelle immense. Et c'est en suivant ce principe que naît la première génération d'étoiles. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les toutes premières étoiles, qu'on appelle les étoiles de population 3, étaient très différentes. Pourquoi ? Eh bien en fait, elles ne contenaient que de l'hydrogène et de l'hélium. Et c'est logique puisque c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et sans éléments lourds, pour refroidir efficacement le gaz, les nuages se fragmentaient moins. Résultat, les premières étoiles étaient probablement très massives. Parfois des dizaines, voire des centaines de masses solaires. Conséquence, elles vivaient vite et mouraient vite. Mais au fait, comment ça vit et donc meurt une étoile ? Eh bien pour répondre à cette question, il faut regarder en détail ce qu'il se passe au moment de la fusion nucléaire stellaire. Parce que c'est littéralement ce processus qui va définir le cycle de vie d'une étoile. Déjà, il faut savoir que pendant la majeure partie de sa vie, une étoile transforme l'hydrogène en hélium. La pression de radiation équilibre la gravité. C'est-à-dire que l'énergie produite par la fusion équilibre parfaitement la force gravitationnelle de l'étoile. Et c'est donc une phase stable, un équilibre subtil entre gravité qui pousse vers l'intérieur et énergie de radiation qui pousse vers l'extérieur. Et voilà, les stocks d'hydrogène ne sont pas illimités. Et quand le cœur manque d'hydrogène, la gravité prend le dessus. Le cœur se contracte un peu plus fort et la température monte. Si l'étoile est assez massive, elle commence à fusionner le produit de la fusion précédente, l'hélium. En très gros, 3 noyaux d'hélium fusionnent pour former du carbone, puis parfois de l'oxygène. C'est le fameux processus tripalpha. Et dans les étoiles très massives, la fusion se produit en couches successives. C'est-à-dire que l'hydrogène fusionne en hélium, puis l'hélium en carbone. Sauf que ça s'arrête pas là du tout. Parce qu'ensuite, le carbone fusionne en néon, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium, puis enfin, le silicium fusionne pour donner du fer. À savoir que chaque étape nécessite une température toujours plus élevée. Et que chaque étape dure de moins en moins de temps. Par exemple, la fusion du silicium en fer peut ne durer que quelques jours. Mais après le fer, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, rien. Le fer marque la fin.
Pourquoi ? Eh bien parce que fusionner des noyaux plus légers que le fer libère de l'énergie, ça on est d'accord. Ce qui permet à l'étoile de ne pas s'effondrer sous son propre poids. Le fameux équilibre qu'on a vu. Mais voilà, fusionner du fer consomme plus d'énergie que la réaction ancrée. Donc quand le cœur devient majoritairement en fer, la fusion ne peut plus soutenir la pression interne. La gravité gagne et le cœur s'effondre brutalement. Et quand je dis brutalement, j'adoucis un peu le phénomène tant il est puissant. Parce qu'en réalité, l'effondrement du cœur provoque une onde de choc titanesque. L'étoile explose en supernova. Un des phénomènes cosmiques parmi les plus puissants de l'univers. Et dans ces quelques secondes, les températures deviennent extrêmes. Les densités sont gigantesques. Et un flux massif de neutrons est libéré. C'est précisément durant ces explosions-là que se forment des éléments rares et extrêmement lourds. On y retrouvera de l'or, de l'uranium, du platine et majoritairement des éléments lourds. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Les éléments sont dispersés dans l'espace, enrichissant les nuages de gaz environnants, propices à la création de nouvelles étoiles. Et c'est exactement comme ça que les premières étoiles enrichissent l'univers. La deuxième génération d'étoiles naît dans un gaz déjà contaminé par des éléments lourds. Mais ces nouveaux éléments de gaz refroidissent mieux. Les étoiles peuvent être plus petites et surtout, les systèmes planétaires deviennent possibles. C'est ainsi que des milliards d'années plus tard, des planètes rocheuses se forment. Des cailloux cosmiques où on retrouvera du carbone, de l'oxygène et du fer, réunissant la chimie complexe nécessaire à la vie. C'est donc ça qu'il faut retenir de cette idée fondamentale. Les 20 premières minutes ont donné de l'hydrogène plus de l'hélium et c'est tout. Ce sont les milliards d'années suivantes qui ont construit les autres éléments, comme le carbone, l'oxygène, le silicium, le fer, l'or, donc tout ce qui compose les roches, les océans, l'air et vos corps. Donc sans étoiles, l'univers serait resté hyper simple, avec 2 éléments compteurs. Et sans Big Bang, les étoiles n'auraient rien à brûler. La chimie cosmique est une collaboration entre les premières minutes et les milliards d'années qui ont suivi. Et petite parenthèse, c'est pour ça que l'or, par exemple, est aussi cher. En fait, il a de la valeur du fait de sa rareté. Parce que ce qui est fou, c'est qu'à notre connaissance, la Terre est incapable de créer de l'or. Donc l'or qu'on trouve sur Terre, c'est la preuve de l'existence de plusieurs dizaines de générations d'étoiles. Donc en fait, que ce soit ce genre de métaux ou même nous, tout est rendu possible et tout est poussière d'étoiles. Et ça c'est fou, parce que ça veut dire quelque chose de grand. Que la nucléosynthèse primordiale n'est pas seulement un épisode du passé, c'est une expérience cosmique grandeur nature. Une expérience qui révèle quelque chose de mystique. En fait, les premières minutes de l'univers relient tout, de la physique des particules à la structure des galaxies. Et le tout est régi par des lois et des constantes, toutes plus intrigantes les unes des autres. Eh bien oui, de la façon dont on comprend les choses, la nucléosynthèse a une sensibilité extrême aux constantes fondamentales. Tout ce qu'on a décrit dépend de la constante de l'interaction faible, celle de l'interaction forte, celle de l'électromagnétisme, mais aussi de la masse de neutrons, ou encore de la différence de masse entre protons et neutrons. Si la force faible avait été légèrement différente, le ratio neutrons-protons aurait bien changé. Plus de neutrons aurait donné beaucoup plus d'hélium, mais moins de neutrons aurait donné un univers presque entièrement composé d'hydrogène. Et c'est là où on se rend compte qu'une variation de quelques pourcents seulement aurait modifié profondément la composition chimique. Et ce raisonnement s'applique pour toutes les constantes. Par exemple, pour l'interaction forte, si elle avait été légèrement plus faible, le deutérium ne serait peut-être pas stable. Et sans deutérium stable, aucune nucléosynthèse, un univers quasiment intégralement d'hydrogène. Mais il y a un paramètre clé, quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé. La densité de la matière. En gros, et pour faire très simple, la nucléosynthèse dépend aussi de la quantité totale de la matière ordinaire dans l'univers. Plus la densité de matière ordinaire est élevée, plus les collisions sont fréquentes. Et donc, plus l'hélium produit est important. Et donc, moins il reste de deutérium. Par contre, moins cette densité est élevée et plus les réactions s'arrêtent plus tôt. Et donc davantage de deutérium survit. Et c'est d'ailleurs comme ça, en mesurant aujourd'hui le deutérium primordial, qu'on peut déduire la densité de matière baryonique cosmique. Autrement dit, les premières minutes encodent les quantités totales de matière ordinaire dans l'univers. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'émergence de l'univers qu'on connaît tous aujourd'hui a dépendu de proportions et de paramètres incroyablement précis. Et pour vous montrer à quel point il aurait été facile d'avoir un univers totalement différent, on va imaginer un univers avec 40% d'hélium au lieu de 25%, ou presque aucun d'hélium ou beaucoup plus de lithium. Finalement, peu importe parce que, dans tous les cas, les conséquences seraient majeures. La formation des étoiles, s'il y en a, serait différente.
la durée de vie changerait aussi. Et donc toute la chimie qui viendrait ensuite grâce à la combustion stellaire serait altérée. Et à partir de ça, qui sait? Peut-être que les planètes rocheuses pourraient être rares ou impossibles. Donc en fait, tous ces paramètres ne sont pas que des détails. Ce sont des paramètres structurants. La chimie cosmique, la formation stellaire et potentiellement la vie dépendent de ces paramètres fixés en moins de 20 minutes. Ça a de quoi faire peur. Mais ce qui est fascinant aussi, quand on parle de nucléosynthèse, c'est l'échelle. À une seconde après le Big Bang, ce sont des processus quantiques subatomiques qui fixent le ratio neutron-proton. À 3 minutes, ce sont des réactions nucléaires à l'échelle du femtomètre qui déterminent les abondances d'éléments. On parle ici de 10 puissance moins 15 mètres. C'est ridiculement petit. Et pourtant, ces événements microscopiques déterminent absolument tout. Que ce soit la composition des galaxies, la formation des étoiles, ou encore la possibilité de la chimie complexe. C'est ici que la plupart d'entre vous vont comprendre que la cosmologie et la physique des particules ne sont pas deux disciplines séparées. Elles se rejoignent dans les premières minutes après la création de l'univers. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, la nucléosynthèse primordiale agit un peu comme une horloge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, elle dépend de la vitesse d'expansion, donc du contenu énergétique de l'univers, et donc du nombre de particules relativistes présentes à l'époque. Et si de nouvelles particules exotiques avaient existé en grand nombre dans l'univers primordial, elles auraient modifié le taux d'expansion, et donc modifié les abondances. Donc en mesurant aujourd'hui l'hélium et le deutérium, on contraint indirectement la physique au-delà du modèle standard. C'est un laboratoire cosmique. Mais pour en revenir au sujet principal, donc la nucléosynthèse, on a vu que les premières minutes ne sont pas anecdotiques. Elles sont fondatrices. Elles ont fixé la façon dont la matière allait être répartie, puis utilisée dans l'univers. Ce sont ces quelques secondes qui ont défini la proportion d'hydrogène pour alimenter les étoiles, la quantité d'hélium pour influencer leur évolution, ou encore les traces d'éléments qui serviront de point de départ à la chimie stellaire. En 20 minutes seulement, le destin chimique du cosmos était décidé. Tout ce que nous sommes aujourd'hui est l'aboutissement d'une chaîne hiérarchique extrêmement bien organisée, mais complexe. Cette chaîne commence par des quarks, par des neutrons instables, par un fragile noyau de deutérium qui a survécu juste assez longtemps. Les premières minutes ne racontent pas seulement l'origine des éléments. Elles racontent la cohérence profonde de l'univers, un univers où les lois microscopiques écrivent l'histoire cosmique, à toutes les échelles possibles. Mais si on devait résumer ce qui a été dit dans cette vidéo, qui, je l'admets, était un peu technique, qu'est-ce qu'on en dirait? Eh bien qu'avant les galaxies, les étoiles ou même les planètes, avant même que la lumière puisse voyager librement, il y a eu 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles l'univers entier était une fournaise dense, brûlante et chaotique à souhait. 3 minutes pendant lesquelles la physique nucléaire a décidé de la composition chimique de tout l'univers. Et ce qui s'est joué à ce moment-là conditionne encore tout aujourd'hui. Parce que sans la nucléosynthèse primordiale, il n'y aurait pas eu cette immense réserve d'hydrogène stable. Pas de carburant fondamental qui alimente les étoiles pendant des milliards d'années, sans le fragile équilibre qui a permis la formation du deutérium. La fusion n'aurait jamais démarré. Et de la même manière, sans le ratio précis entre neutrons et protons qui s'est défini pendant les 2 premières minutes de son existence, l'univers aurait pu devenir presque entièrement hydrogène, ou au contraire, dominé par l'hélium. Dans un cas, les étoiles auraient brûlé différemment. Dans l'autre, elles auraient été rares, instables ou très différentes. On a vu que la chimie stellaire dépendait de cette proportion initiale, que la formation des galaxies dépendait de la capacité du gaz à se refroidir, et que la longévité des étoiles dépend de la quantité d'hydrogène disponible. Mais le plus fou, et je me répète peut-être, mais c'est que ces paramètres n'ont pas été choisis tardivement. Ils ont été fixés avant même que la première étoile n'existe. En moins de 20 minutes, l'univers avait produit 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, et quelques traces de deutérium et de lithium. Puis la forge s'est éteinte, et cette composition est restée presque intacte pendant des centaines de millions d'années, jusqu'à l'âge d'or de la nucléosynthèse, la naissance des premières étoiles. Mais ce qu'il faut bien comprendre et retenir, c'est que ces étoiles n'ont pas créé la base chimique, elles ont travaillé à partir d'elles. Ce sont ces astres qui ont fabriqué le carbone, l'oxygène, le silicium, le fer et même l'or. Mais elles l'ont fait à partir d'un univers déjà structuré par ces premières minutes. Et l'air de rien, il y a quelque chose de profondément fabuleux dans cette idée. La différence de masse minuscule entre un proton et un neutron, qui a déterminé le ratio neutron-proton. Ce ratio a déterminé la quantité d'hélium. Cette quantité d'hélium a influencé l'évolution des premières étoiles. Ces étoiles ont produit les éléments lourds. Ces éléments ont formé des planètes.
Ces planètes ont permis la chimie complexe, et cette chimie a permis la vie. La chaîne est continue, du quark à la conscience. Mais à la base de tout ce qu'on connaît, il y a ça, ce ratio neutron-proton. Un rapport de quantité entre deux triplés de quarks qui a littéralement défini l'univers. J'espère que vous l'aurez compris au travers de cette vidéo, la nucléosynthèse primordiale est l'un des moments les plus puissants et fascinants de l'histoire cosmique. Elle relie tous les mondes, la physique quantique, la relativité, la cosmologie, l'astrophysique et finalement la biologie. Tout est lié à ce moment, à ses premières 20 secondes, à ses premières 20 minutes, au premier battement de cœur de l'univers. Elle montre que l'univers n'est pas une suite d'événements indépendants, c'est une continuité, une cohérence, un enchaînement de conditions initiales extraordinairement sensibles et précis. Un univers légèrement différent dans ses constantes fondamentales, qui aurait produit des abondances différentes, des étoiles différentes, une chimie différente, et peut-être aucune complexité durable. Donc voilà, avant même la création des astres ou la libération de la lumière, l'univers était déjà en train d'écrire son futur. Avant les étoiles, il avait déjà décidé combien il y en aurait. Avant la lumière libre, il avait déjà posé les bases de la lumière vivante. En quelques minutes seulement, il a fixé la grammaire chimique du cosmos. Et ce qui est fou, c'est que tout, de la plus grosse des comètes au plus gros trou noir, à la plus grosse exoplanète, à la plus grosse étoile, ou même nous, tout est fait à partir de cette grammaire. Nous ne sommes pas simplement des produits des étoiles. Nous sommes le produit des 3 premières minutes. Parce que sans ces minutes-là, il n'y aurait jamais eu d'étoiles pour nous fabriquer. Et n'oubliez pas, toi comme moi, comme ton chien, comme le Mont Blanc, tout ça n'est que poussière d'étoiles. N'oubliez pas les 2 codes promo que je vous ai donnés pour accéder au contenu de Ciel et Espace. Vous avez l'offre numérique et premium et 40% de réduction avec le code ZEBROLOS40 et l'offre découverte, vous avez moins 2 € avec le code ZEBROLOS. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis. Vous apprendrez beaucoup de choses complémentaires à mes vidéos, je vous le garantis, et ça c'est grâce à eux. Merci à tous, merci à Ciel et Espace d'avoir sponsorisé cette vidéo. La vidéo ici sur le boson de Higgs, une autre vidéo aléatoire ici. C'était ZEBROLOS, ciao.